Notre sujet de la semaine, c'est donc le secteur de la e-santé, la numérisation de la santé avec ce titre, cette question un peu provocatrice, tous guéris dans 10 ans. Je la garde pour la fin du débat. On va d'abord présenter évidemment mes invités. Florence Herry, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Libero. Adnan El Bakri, bonjour. Bonjour. Le fondateur, le président de Relife. Et Jacques Lucas, bienvenue à vous aussi. Bonjour. Bonjour. Président de l'agence du numérique en santé. Peut-être une petite présentation de vos entreprises et organisations respectives. Pour commencer, Libero, c'est quoi ? Alors, Libero, donc moi je suis infirmière de formation. Oui. J'ai cofondé Libero il y a un petit peu plus de 4 ans, avec pour objectif initial de faciliter l'organisation des soins à domicile. Et en fait, aujourd'hui, on facilite l'accès aux soins et à la santé partout et pour tous en mobilisant des professionnels de santé à domicile, en entreprise. Et la dimension numérique, la dimension e-santé, elle s'exprime comment ? On a 3 piliers sur lesquels on s'appuie pour développer nos outils et nos prestations. Donc, on a notre réseau national de professionnels de santé. On a plus de 18 000 professionnels de santé aujourd'hui, infirmiers, kinés, sages-femmes. On a donc des coordinateurs de soins en interne, de professions paramédicales. Et puis, tous les outils numériques qu'on utilise tant pour l'organisation de toute cette mobilisation d'infirmiers et aussi les applications qu'on met dans la main des infirmiers libéraux. Adnan El Bakri, Relife. Relife, c'est le nouveau nom de votre entreprise, c'est ça, après une levée de fonds ? Tout à fait, tout à fait. Donc moi, je suis médecin et chercheur en intelligence artificielle et j'ai créé cette start-up après ma spécialisation. Et en fait, c'est une technologie de communication universelle de l'information médicale basée sur de l'intelligence artificielle, mais qui permet surtout aux patients d'avoir son profil médical partout dans le monde de manière interactive, accessible et surtout intelligent. Donc on en parlera avec quelques cas d'usage, mais le constat majeur que j'ai fait dans ma pratique, mais aussi dans mes recherches en intelligence artificielle, c'est que l'information médicale, elle est peu partagée, peu structurée. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, votre objectif, c'est qu'elle soit partagée par tous les acteurs du secteur médical, d'abord par le patient, qu'il y ait accès, avec une notion de protection des données, ça on y reviendra, mais il y a cette idée de partage aussi dans votre projet ? Ben, si on revient au titre de votre émission, tous guéris dans 10 ans, j'ai envie de dire, commençons par la base. Avant de parler de la numérisation et de la guérison à partir du numérique, il faut d'abord réussir à répondre à des problématiques de base. Aujourd'hui, vous venez à l'hôpital ou vous allez en clinique ou vous allez en cabinet, vous ressortez avec des papiers ou avec rien. C'est souvent ça le cas en France, mais aussi partout dans le monde. Et puis, il y a très peu de bases de données collaboratives, très peu de network entre médecins et patients. Et donc, nous, on est ce bridge qui va venir dire, moi, je veux donner de la technologie aux patients, simple, intuitive, mais qui lui permet de communiquer avec tout ce qui existe comme acteur de santé autour de lui, peu importe ce qu'ils utilisent comme logiciel. Et c'est là où on a fait fort, puisqu'on a créé ce bridge digital qui nous permet de communiquer avec n'importe quel logiciel, n'importe quel système au monde. Et c'est comme ça qu'on a intéressé aussi les investisseurs américains et puis l'histoire que j'ai racontée chez vous la dernière fois. Oui, alors c'est cette levée de fonds dont je parlais à l'instant. Jacques Lucas, l'agence du numérique en santé, c'est quoi ? Alors, l'agence du numérique en santé est une agence de l'État que je préside donc, et qui réunit dans son assemblée générale et son conseil d'administration l'État lui-même, la délégation du numérique en santé, la Caisse nationale d'assurance maladie, la Caisse nationale santé et autonomie et depuis peu une représentation des ARS et des grades. Qu'est-ce que ça veut dire les grades ? Les grades, c'est les groupements régionaux pour faire avancer la e-santé. Okay. Et c'est donc à travers cette agence qu'un certain nombre de référentiels sont établis. C'est l'agence qui le fait. Alors, qu'est-ce que ce sont des référentiels ? C'est la doctrine de l'État en matière de numérique. Et l'État va cesser de s'occuper des différentes applications qui peuvent voir le jour, sauf à définir pour le citoyen que ces applications sont conformes à la doctrine, c'est-à-dire la protection des données, conformité avec le RGPD, l'interopérabilité, c'est-à-dire que différentes applications peuvent communiquer, des principes éthiques, enfin tout cela va être publié très prochainement, car vous savez sans doute qu'il y a un espace numérique en santé qui s'ouvre
pour chaque citoyen, qui va s'appeler Mon Espace Santé. Ça, c'est le grand chantier 2022. C'est le grand chantier qui est déjà ouvert. D'accord. Il y a des départements pilotes, la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la Somme, avec une généralisation qui va se faire fin 2021, début 2022, à toutes les personnes bénéficiaires de l'assurance maladie, comme on dit en termes administratifs. Alors moi, quand je pense e-santé, et j'imagine pas mal de téléspectateurs, on pense d'abord à la télémédecine. Bien sûr. Alors c'est quoi? Parce que le e-santé, c'est très vaste en fait. La télémédecine, ça représente quoi dans ce secteur? Alors, vous avez évoqué tout à l'heure Tous guéris. La formule est excellente, par la santé numérique en quelque sorte. Mais elle est du docteur Fabien Guèze, je le rends à César. Elle est de Fabien Guèze, je sais bien. Mais avant de guérir, il faut d'abord faire un diagnostic. La télémédecine, finalement, de façon très globale, a cet objectif de faire un diagnostic à distance du patient par des moyens numériques sécurisés, puisque par les canaux vont circuler des données personnelles de santé qui peuvent être hautement sensibles, ces données personnelles de santé, donc il faut que les canaux soient sécurisés. Et on en a vu une excellente application lors de la première phase de la pandémie, où la télémédecine a littéralement explosé. Oui, un chiffre de données, une enquête CSA justement sur la e-santé, 30% des Français qui utilisent Internet ont déjà eu recours à la téléconsultation, c'était 7% avant la crise du Covid-19. Donc il y a eu un effet d'accélération. Florence Herry, vous l'avez ressenti, vous, clairement, dans votre activité chez Libéraux? Oui, on l'a beaucoup ressenti, effectivement, dès le confinement, la déclaration du confinement français, où sur notre site libéraux.fr, on a eu un boost de demandes de soins à domicile, puisque les gens ne pouvaient plus se déplacer à l'hôpital. Oui. Donc on a eu beaucoup de demandes de soins de multiples typologies, des prises de sang, des pansements, des suivis de maladies chroniques. Mais aussi, on est allé chercher auprès de nos professionnels de santé de notre réseau, quels étaient pour eux l'usage de la télémédecine. Parce qu'effectivement, on parle de la téléconsultation, souvent quand on parle de télémédecine. Mais aujourd'hui, il y a aussi la téléexpertise, le télésoin. C'est des mots qui semblent un petit peu flous. Mais surtout, j'ai du mal à faire la différence, en fait. Alors, entre une téléconsultation et télésoins. En fait, télésoins, c'est tous les types de soins qui peuvent être faits à distance par un professionnel de santé paramédical, notamment. Il y a 18 professions qui ont le droit de faire ce télésoin. Et donc, du coup, c'est une visioconférence avec un patient, avec son accord, bien sûr, sur un soin. Par exemple, 2 exemples. Un kiné peut faire une donc un télésoin avec un patient sur une rééducation. Il faut bien sûr des prérequis, une autonomie du patient, une acceptation, un outil digital. Et puis pour les infirmiers, ça peut être de l'éducation thérapeutique à distance, donc du télésoin, donc vraiment un soin à distance. Donc c'est vrai que téléconsultation et télésoin peuvent se ressembler, mais c'est des professions différentes qui font ce soin. Et la téléexpertise, là, ce qui s'est ouvert notamment début juin pour tous les professionnels de santé, c'est je suis un professionnel de santé, j'ai besoin d'un avis ou d'une expertise qui n'est pas la mienne. Je fais donc appel à un expert pour me répondre à ma question. Question générale, avant de parler du thème qui est très important, évidemment, de la protection de nos données de santé, sur la relation soignant-patient, qu'est-ce que vous diriez les uns et les autres? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Je rappelle que vous êtes médecin, Nanel Bakri. Est-ce que c'est une nouvelle relation patient-soignant qui est en train de se créer avec la e-santé au sens large, hein? Je ne parle pas seulement de votre cœur de business. Oui, tout à fait. C'est notre conviction aussi chez Relife, c'est-à-dire tout commence par cette relation médecin-patient. Et si on doit commencer la digitalisation de la santé, on doit commencer à digitaliser justement les moyens et les outils de communication et la création de cette relation. Mais qu'est-ce que ça change, médecin-patient? Cette relation? Alors, ça change, c'est que le médecin a besoin de temps humain pour lui et pour examiner le patient, plus que ce qu'il passe sur le temps administratif. Aujourd'hui, on a des études qui montrent qu'on passe au moins entre 7 et 10 minutes en moyenne, toute consultation confondue, pour aller trouver l'information, noter ce que le patient me dit. Si vous, Thomas, vous venez me voir, la première question que je vais vous poser, c'est ce qu'on appelle en médecine l'interrogatoire ou l'anamnèse, c'est-à-dire racontez-moi, Thomas, ce que vous avez eu dans votre vie, vos antécédents médicaux, personnels, familiaux, etc. Ce temps-là, le temps que je retranscrive ce que vous me dites et que j'intègre dans mon logiciel, etc., c'est un temps perdu
parce que je pourrais l'avoir différemment, cette information-là. On pourrait la connecter une bonne fois pour toutes et ça me permettra d'avoir du temps humain pour vous écouter, pour vous examiner et pour vous voir à l'instant T. Et donc la relation médecin-patient, je trouve, en France, mais aussi partout dans le monde, je suis allé aux États-Unis, c'est pareil, en Afrique, c'est pareil, la relation médecin-patient en 2021 est une relation à l'instant T. C'est-à-dire vous tombez malade, vous venez nous voir et là on doit s'occuper de vous et on vous soigne parfaitement avec une perte de temps, avec une perte d'efficacité, mais on vous soigne. Et en France, on a un excellent système de soins. Par contre, ce qui se passe avant ça et après ça, là, on n'est absolument pas bon, ni en France, ni ailleurs. Et c'est là que votre technologie intervient, parce qu'il y a un suivi, évidemment. Il faut faire le lien. Il faut faire le lien, et le lien commence par l'information médicale, par la data, et il y a une énorme déperdition d'informations dans le monde. Et un autre chiffre que je peux vous donner, il y a seulement 1% des données médicales disponibles dans le monde pour la recherche médicale. Seulement 1%. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de logiciels, tellement de systèmes d'information et tellement de parcours différents que personne n'a pensé à aller au-delà de ça. C'est déjà fait pour les autres domaines. C'est déjà fait pour le monde social, pour le monde professionnel. On connaît tous les réseaux sociaux, les réseaux professionnels. Mais c'est déjà fait aussi pour le monde des transports, pas encore pour la santé. Donc il faut aller au-delà de ces problématiques. Je reviens sur la question de la relation soignant-patient. Jacques Lucas, c'est intéressant ce que vient de dire Adnan El Bakri, parce que il dit on peut se délester d'un certain nombre de recherches, de charges qui ne sont pas purement médicales. Et ça dégage du temps. Mais ça dégage du temps. Est-ce que ça dégage du temps pour un patient, pour un soignant, presque plus psychologue que médecin? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que plus les robots prennent de la place, plus ils assistent les médecins, est-ce que le métier de médecin ne va pas fondamentalement changer? Avec le numérique, le métier de médecin va changer. Mais je voudrais ajouter une chose à ce qu'a dit Adnan El Bakri. D'abord, je suis médecin également, et originairement, je viens du Conseil national de l'ordre. C'est pour cette raison que probablement, que j'ai été nommé président de l'Agence du numérique, puisque là-bas, je m'occupais également du numérique. Je voudrais dire dans la suite de la télémédecine, bien qu'il n'y ait pas ça, que c'est compliqué, comme vous l'avez dit vous-même, parce que les termes utilisés sont parfois des termes juridiques ou de la télémédecine, c'est pas un site de rencontre. C'est-à-dire que si c'est deux personnes qui ne se connaissent pas et qui vont rentrer en consultation, peut-être que sur le plan de la relation humaine, ça peut friter un peu, si je puis utiliser cette expression. Encore que nos compatriotes appellent le centre 15 lorsqu'ils ont un souci par téléphone. Et ils ne se connaissent pas. Et néanmoins, le centre 15 régule finalement l'orientation de ce patient. La téléconsultation peut faire la même chose dans les territoires, comme on dit maintenant, où là, il y a une densité médicale qui est relativement faible, qui sont d'ailleurs malheureusement des territoires où le numérique n'arrive pas toujours encore, mais quand même, là, il peut y avoir effectivement une première rencontre par le numérique. Mais il faut que cette première rencontre se concrétise ensuite et que, sur le territoire, le patient puisse être pris en charge par ce qu'on appelle des communautés professionnelles de territoire de santé. Mais le plus souvent, et c'est ce qu'on a vu lors de l'épidémie Covid, c'est un patient et un médecin, généraliste ou spécialiste, qu'importe, qui se connaissent, qui ont déjà une relation humaine et qui vont communiquer en utilisant des moyens numériques. Et personne ne pense que lorsqu'on a vu ça d'ailleurs, des apéros virtuels pendant la période de confination, ça détruisait la relation humaine, puisque c'était déjà des personnes qui se connaissaient. Donc le numérique ne déshumanise pas la relation humaine, c'est un outil et tout dépend bien évidemment des conditions dans lesquelles on utilise cet outil. Et c'est ça qui est aussi très important dans la phase préalable de l'information du citoyen, y compris d'ailleurs sur la protection de ces données, parce qu'il est légitimement un peu inquiet sur la protection de ces données, alors que parfois il les dissémine sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Il y a une très grande ambivalence. Oui, on est paradoxaux tous. On peut être très vigilant sur un aspect, puis oublieux sur d'autres, ça c'est sûr. Je reviens vers vous, Adnan El Bakri, pour justement creuser un peu cette question de la protection des données.
je ne sais pas si c'est un fantasme, mais cette idée que nos données de santé intéressent évidemment les assureurs, les banquiers, et qu'on pourrait voir nos comportements futurs dirigés finalement par une espèce de doxa sanitaire où il faudrait arrêter de boire un deuxième verre de vin rouge parce que je me projette dans un avenir pas si lointain, votre frigo détecte le fait que vous ayez bu 2 bouteilles de vin, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment vous garantissez finalement, vous nous garantissez que votre outil ne va pas servir aussi à ça ? Alors, d'abord, oui, c'est un fantasme européen en tout cas, mais c'est un fantasme puisque en Europe et en France, on n'a pas le droit, évidemment, en tant qu'entreprise, mais n'importe quelle autre institution n'a absolument pas le droit de communiquer des données médicales à des assureurs ou à des entreprises privées ou à des banques. Vous avez dit en Europe ? En Europe. Je dis bien en Europe parce que aux États-Unis, c'est pas la même chose. Mais nous, chez ReLife, ce qu'on propose justement pour résoudre cette problématique-là, c'est de basculer la réflexion d'une réflexion centrée sur les établissements et sur les médecins vers une réflexion centrée sur le patient et vraiment lui donner l'outil. Et arrêter de dire qu'on va mettre le patient au centre de quelque chose sans lui donner un outil pour le faire. Et donc, chez ReLife, c'est le patient qui détient et qui possède ces données médicales et c'est lui qui décide avec qui il les partage, quand il les partage, et tout ça est extrêmement bien sécurisé par des technologies robustes. Et aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Un autre chiffre que je peux vous donner, 85% de nos concitoyens en France, dans les différents sondages, acceptent de partager leurs données de santé même en public, à partir du moment où ces données sont anonymisées. Donc, quand vous leur posez les questions comme est-ce que vous acceptez de partager vos données avec l'industrie pharmaceutique, si elles étaient anonymisées, et si ces données pourraient servir à la recherche médicale, la réponse est à 85% oui. Donc, il y a les technologies pour anonymiser, il y a les technologies pour communiquer et partager. Il faut maintenant vraiment proposer une vraie solution qui fonctionne sur le terrain et arrêter avec les couches administratives et les couches bureaucratiques très complexes, très compliquées, qui fonctionnent pas vraiment et qui sont pas universelles, quoi. Parce que les acteurs de santé sont très nombreux et c'est très complexe comme sujet. Et bien sûr, Jacques connaît très bien tout ça. Il l'a dit. Extrêmement complexe, mais on doit équiper le patient. Et je pense que c'est aussi une réflexion centrale chez Florence aussi et chez Libéraux, donc peut-être je vous passe la parole. Oui, non, mais effectivement, en plus, il y a un point qui est très important sur la donnée, c'est que effectivement, souvent les personnes, paradoxalement, n'ont pas peur de mettre leur diagnostic sur les réseaux sociaux. On se prend en photo à longueur de journée. En plus, et parfois ont peur de mettre des données ou se poser la question qu'est-ce que va devenir ma donnée, par exemple lorsque je la mets sur un site comme notamment le nôtre, Libéraux. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que nous, on avait beaucoup de données sur le domicile, sur la santé à domicile, sur la manière dont travaillent les professionnels de santé à domicile et les patients, les besoins des patients, et que en France, notamment, il n'y avait pas d'études de soins de la santé à domicile. Donc, typiquement, nous, en tant qu'entreprise privée, certes, nous avons des données que nous pouvons agréger et anonymiser avec effectivement toute la notion de RGPD et avec des architectures de données très, très fiables pour les mettre à disposition des institutions publiques pour justement mener à bien soit des parcours de soins bien définis, soit bien définir des besoins. Mais non, nous ne donnons pas nos données à des banques, à assurances. Vous les vendriez d'ailleurs. Aux institutions publiques. Oui, parce qu'elles ont potentiellement de la valeur. Tout à fait. Mais donc c'est pour ça que l'enjeu, il est effectivement, je suis d'accord avec vous, RGPD nous protège de ça, mais il y a d'autres pays où c'est pas le cas. Aux États-Unis, les patients, alors je vous raconte une anecdote, mais quand on a présenté au CES de Las Vegas la solution ReLife, les citoyens américains qui venaient poser des questions nous disaient ah oui, c'est génial, donc si je peux si j'ai ReLife, je peux partager mes informations avec mon assureur et payer moins ce que je paye aujourd'hui. C'est quelque chose qui est déjà fait aux États-Unis, qui est déjà possible. Simplement, il n'y a pas encore cet outil qui permet d'agréger et de permettre aux données d'être réellement protégées et dans les mains des gens, indépendamment des logiciels métiers. Et c'est ça qui est très complexe. Dans le monde, il y a plus de 100 000 logiciels métiers identifiés en médecine, vous imaginez, et qui ne communiquent pas entre eux. Donc c'est un sujet vraiment, vraiment complexe. C'est un sujet important que celui de l'interopérabilité des logiciels qui vient d'être évoqué. Le Ségur numérique
récemment, là, dans les réformes, apporté des couloirs, comme on dit, pour la médecine libérale, pour les services hospitaliers, pour les pharmaciens, afin que les logiciels deviennent interopérables entre eux. Et c'est bien évidemment ça de l'argent qui va aller vers les industriels, mais vers les industriels qui devront se conformer aux référentiels précisément élaborés par l'Agence du numérique en santé. Vous savez, sur la protection des données, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui a été créée donc par ordonnance du général de Gaulle en 1945, l'assurance maladie, depuis 1945, on n'a jamais appris, alors que tous les Français sont fichés à l'assurance maladie, on n'a jamais appris qu'il y avait eu des fuites de données de l'assurance maladie et que des personnes avaient été stigmatisées. Il doit en être de même avec le numérique, et c'est le rôle de l'agence précisément de faire des logiciels et de définir quelles peuvent être les règles de sécurité. Et dans l'application de ces règles de sécurité, il faut que les professionnels de santé eux-mêmes s'impliquent, puisque l'on apprend quasiment tous les jours qu'il y a eu une cyberattaque sur tel ou tel établissement. Il peut y en avoir également vers les cabinets libéraux, vers la radiologie ou la biologie. Et on s'aperçoit que quand même, très souvent, pas toujours bien sûr, mais très souvent, la première des failles est une négligence humaine, je dirais. Ce n'est pas volontaire, bien évidemment, mais c'est qu'on laisse un ordinateur qui va être connecté au réseau sans aucune sécurité, et que c'est par là qu'on peut s'introduire dans un système d'information. Donc, je pense quand même qu'en France, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est extrêmement active sur, bien sûr, et qu'il y a eu de l'argent public encore mis en œuvre pour renforcer, enfin éviter les cyberattaques, et que dans les années qui viennent, et c'est un point très important pour créer la confiance, que les cyberattaques disparaissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sorte de marché noir de la donnée de santé, de la donnée, oui, bien sûr. Et si on essaie de positiver, il nous reste 2 minutes. Vous avez déjà répondu un peu à la question tous guéris dans 10 ans, mais est-ce que, là je reviens peut-être à la télémédecine, à des notions un peu plus terre à terre et d'aujourd'hui, est-ce que ça permet quand même d'aller dans des zones d'ombre, vous voyez, ou dans des régions où finalement les médecins sont très peu présents ou quasiment absents? Nous, typiquement, effectivement, dans notre organisme, donc chez Libéraux, on a bien vu que notamment pendant le confinement, les professionnels de santé qui se déplaçaient encore à domicile, c'était essentiellement des infirmiers, mais aussi bien sûr des auxiliaires médicaux, et d'autres assistances de vie aussi. Mais typiquement, on ne peut pas, du jour au lendemain, on n'a pas une baguette magique chez nous, on ne peut pas créer comme ça des professionnels de santé. Donc là, dans ce cas-là, la téléconsultation avec un professionnel de santé médical qui va faire une prescription et ensuite qu'un infirmier se déplace au domicile pour faire le soin, voilà, déjà, d'une part, ça résout un problème. Mais ça peut être d'autres situations, dans des déserts médicaux où il reste un pharmacien et un infirmier ou un petit cabinet une CPTS, une communauté professionnelle de territoire de santé. Et là, dans ces cas-là, le télésoin, eux aussi, sont surchargés. Le télésoin peut être tout à fait adapté, comme je le disais tout à l'heure, pour suivre des patients à distance qui sont accompagnés par un proche ou, par exemple, une assistante de vie, pour avoir les soins au quotidien. Donc, effectivement, c'est d'aller vers, c'est cette fameuse politique d'aller vers. Clairement, la télémédecine est un outil. Pour terminer, Jacques Lucas, avec cette campagne Oui à la e-santé, c'est aussi justement pour lutter contre les déserts médicaux qu'elle se lance? Ça fait partie de la lutte contre les déserts médicaux, et les déserts médicaux, c'est pas toujours dans la ruralité. Vous avez parfois des déserts médicaux dans les périphéries des villes. On peut en citer même un département presque en Île-de-France, je pense au 93 en particulier, où il y a un tel afflux de population par rapport à l'offre de professionnels libéraux que ça vient quasiment un désert. Donc la télémédecine et le numérique en général est un des moyens, c'est pas la baguette magique, et notamment pour créer aussi la coopération autour d'un patient avec l'ensemble des professionnels de santé. Et comme le disait Adnan, c'est finalement le patient qui est propriétaire de ces données. C'est d'ailleurs un des objectifs de mon espace santé, qui les partagera avec qui il veut. Il faut faire attention toutefois aux personnes vulnérables, psychologiquement éventuellement vulnérables, avec mon espace de santé, qui, ne voyant le mal nulle part, vont peut-être éventuellement les donner à n'importe qui. Donc peut-être y aura-t-il des interdits d'ordre public
relatif à ce partage qui ne peut pas non plus se faire sur la place publique. Merci beaucoup, merci à tous les trois, c'était passionnant. On va passer tout de suite à notre rubrique Smart Money, le quick commerce, faire livrer ses courses en 10-15 minutes. C'est la mode.